Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors que la croissance française peine à décoller, le gouvernement de François Bayrou présente un plan ambitieux et controversé. Pour redresser les finances publiques, objectif affiché, ramener le déficit à 4,6% du PIB dès 2026 contre 5,8% en 2024 en trouvant 40 milliards d'euros d'économies. Ce tour de vis budgétaire qui combine coupe dans les dépenses publiques, efforts demandés aux ménages et soutien accru aux entreprises risque de freiner une reprise encore fragile, suppression des jours fériés, réforme des aides sociales, taxation des colis, réduction de la fonction publique. La stratégie du Premier ministre bondit entre rigueur assumée et volonté de relance. Reste à savoir si cet équilibre précaire entre austérité et compétitivité peut tenir sans faire dérailler la dite croissance. Ça fait des années que les caisses de l'État se vident et nous avons toujours entendu qu'un effort des Français s'imposait pour des services publics plus performants, par exemple. Au bout du compte, le déficit se creuse et les services publics se dégradent. Malgré des impôts toujours plus élevés, ça ne vous a pas échappé. D'où cette consultation pour vous, les auditeurs de Sud Radio, sur le compte X. Économie budgétaire, faut-il gérer l'État comme une entreprise ? Eh bien, vous dites oui à 71%. Comme quoi. C'est assez clair, ouais. Et puis vous pouvez nous appeler, vous le savez, au 0826 300 300 si vous avez envie de réagir à ce qui se dit à notre antenne. Nous sommes toujours avec Nicolas Corato, mais tout de suite, on écoute un petit son. Laurent Wauquiez. Est-ce que juste à un moment, on ne peut pas dire qu'un État ruiné doit se recentrer sur la réalité de ses missions au lieu de se disperser et de faire semblant de pouvoir tout faire ? On ne redressera pas le pays uniquement avec des solutions de court terme. Il y a besoin de se projeter. Il faut que la ligne de vision politique se redresse un peu et reprenne un peu de hauteur. On ne redressera pas uniquement le budget avec des solutions de court terme, bricolées en urgence. On a besoin de réformes de bien plus grande ampleur pour restaurer ce qu'est un pays qui tienne à nouveau debout et qui correspondent à ce que sont les attentes de nos compatriotes sur la reconnaissance du travail, la préservation d'un pouvoir d'achat qui est construit par ceux qui se donnent du mal, et le fait d'avoir un État qui est à nouveau efficace et pas dispersé. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce matin, qui a tenu à prendre la parole en réaction donc aux déclarations de François Bayrou. Thierry Blandinière, redresser, comme il le dit, c'est une solution à court terme ou c'est une solution à long terme ? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans la situation où on est ? Est-ce qu'il faut tout geler ? Est-ce qu'il faut investir ? Vous qui êtes grand patron. En fait, il faut réfléchir à la situation, il faut partager le constat. Je crois que tout le monde partage le constat aujourd'hui. La question, c'est quelle solution on peut apporter à cette problématique. En rigueur, le côté économique, social, solidarité, et c'est une équation qui est pas facile à trouver. Donc, la proposition du budget me semble assez cohérente dans le moment politique que nous vivons aujourd'hui. Tout ça pour tenir et essayer d'aller jusqu'à l'élection présidentielle, où là, il faudra trancher sur les vrais choix stratégiques, certainement baisser les charges, et puis dynamiser la croissance pour justement dégager plus de ressources et financer notre modèle social. Donc on en est là aujourd'hui. Donc je crois que ce budget, c'est un budget de transition pour moi, même s'il paraît assez contesté. En fait, il est plutôt bien équilibré. Tout le monde contribue. Il y a la volonté d'avoir un plan de relance pour augmenter le volume de production français. Produire plus, c'est essentiel pour dégager plus de recettes pour financer plus de programmes sociétaux, environnementaux et plus de solidarité. Nicolas Corato, s'il n'y a pas de croissance, c'est la fin. Nicolas Corato, un point de vue différent, on imagine. Non, pas nécessairement. Je partage l'analyse qui est qu'effectivement, nous sommes sur un budget qui est tout sauf politique au sens stratégique. C'est un budget d'attente parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un problème nécessairement budgétaire, économique, social. Nous avons un problème de crise politique. Donc d'abord dans ce pays qui nous empêche de prendre des décisions qui engagent le pays à moyen et long terme. Donc, on peut reconnaître à M. Bayrou qu'avec l'équation qui est la sienne, finalement, il n'a pas tant de marge de manœuvre et que ce qu'il a livré hier correspond peut-être au maximum de ce qu'il peut livrer, avec une limite et peut-être une nuance de ma part sur l'équilibre des mesures qu'il a annoncées, où on voit, et c'est ce que je disais en introduction, qu'il y a quand même un interdit. Il y a une ligne rouge qui a été fixée plutôt par l'Élysée que par Matignon, c'est pas touche à la politique de l'offre, c'est-à-dire que on ne fera pas contribuer plus les entreprises qu'elles ne contribuent aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut faire contribuer plus les entreprises, je dis que je constate que dans les propositions du Premier ministre, il n'est pas question de faire contribuer les entreprises. Certains vous diront que c'est une bonne idée et que ça permettra de générer de l'emploi et de la croissance. D'autres vous diront que ça va alimenter la crise des recettes fiscales, parce que vous dites, mon cher Frédéric, qu'on paye beaucoup d'impôts en France. Oui, vous avez raison, mais la crise que nous avons devant nous aujourd'hui, elle est liée au fait qu'on a eu moins de recettes fiscales que prévu dans ce pays
et que donc nous avons d'abord une crise des produits fiscaux, techniquement, qui est devant nous. Et effectivement, ne pas faire contribuer un peu plus ces entreprises, ça n'amène pas le règlement de cette crise des recettes fiscales. Anne-Lorraine Rousseau, je vais vous reposer la question, parce que vous n'étiez pas tellement d'accord avec cette idée de gérer l'État comme une entreprise, mais ce qu'on entend dans la bouche de Nicolas Corato, c'est-à-dire augmenter encore leurs charges aux entreprises qui sont déjà sous le coup d'énormes charges, on peut le dire, surtout pour les petites boîtes. Un salaire, ça compte le double, pratiquement. Bon, il y a peu d'issues là-dedans, a priori. C'est très, 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 très compliqué. Il y a pas mal de solutions qui sont possibles. Il y a beaucoup de tabous, je pense, quand même, dans ces sujets-là. On a d'un côté la loi du plomb qui décharge les agriculteurs et de l'autre côté on veut aussi décharger les entreprises, donc on sent bien l'idée qu'il y a derrière, mais voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours le même contribuable moyen qui récolte le travail quand même. Il y a aussi cette question des jours fériés, on en a beaucoup parlé. Bon, c'est un sujet qui peut s'aborder de plein de manières, mais je pense que c'est aussi pour éviter de parler peut-être d'autres sujets, peut-être des 35 heures. Donc voilà, je pense qu'il y a des sujets de fond dont on a trop peur de parler, et donc on fait toujours un peu des pansements qui collent assez mal et qui ne règlent pas forcément le problème à long terme. Bon, les auditeurs de Sud Radio sont plutôt d'accord avec l'idée de gérer finalement l'État comme on gère une entreprise, à 71%. Direction 0826 300 300. Samy est avec nous, il nous appelle de Paris. Samy, bonsoir. Bonsoir Samy. Alors, pour ou contre l'idée de gérer comme une entreprise, c'est-à-dire avec des objectifs finalement, c'est ça la spécialité de l'entreprise? Alors, moi peut-être j'aurais un avis un peu différent, c'est que je dirais que l'État a déjà été géré comme une entreprise, mais mal géré. Et je résume ça rapidement en 3 points, je sais, pour laisser la parole aux autres. Une entreprise, c'est quoi? C'est un chiffre d'affaires, c'est les ventes, les achats, un EBE, un fonds de roulement, faire attention, une bonne gestion, une certification des comptes, je laisse les mots parler d'eux-mêmes, et surtout les droits des salariés, qui dans ce cas sont les citoyens, avec leur productivité et leur effort. Or, on arrive à quoi? On arrive à la capacité d'endettement. Donc ça veut dire, de tous ces éléments que j'ai donnés, il en sort quoi? Il en sort en fait que les dirigeants, ils ont pensé surtout à leurs revenus, à profiter de l'entreprise, mais ils ont négligé tous les points que j'ai définis. Et donc, du coup, la seule solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la boîte elle est en redressement, parce qu'en temps normal, un dirigeant comme ça qui gère ça comme ça, il est déjà au tribunal de commerce en redressement avec un administrateur. Or, comme ils sont sous perfusion, on réfléchit pas. Aujourd'hui, on demande à ses salariés tout simplement de diviser par 2 le revenu pour pallier en fait à ces défaillances. Premier point. 2 autres points rapidement. Rapide, ouais. Pour les politiques, il y a deux points en fait que personne n'évoque. Ils passent tous en fait, aujourd'hui ils sont tous au chevet du malade, à savoir ce pays, ce beau pays. Tout le monde se lamente, c'est l'indignation, c'est le sensationnel, c'est l'émotionnel. Mais à côté de ça, ils ont tous participé d'une manière ou d'une autre à débrancher ce malade, à lui enlever en fait ces éléments en fait médicaux qui le maintiennent en vie. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de se lamenter, mais personne ne parle de 2 points aujourd'hui qui sont inévitables. C'est ou la censure ou la dissolution. Or, personne ne veut censurer. Et la dissolution, peut-être, elle arrivera. Personne ne veut censurer, c'est pas sûr. On en parlera tout à l'heure à 18h40. C'est l'objet de notre deuxième débat tout à l'heure. Ouais. Ils ont tellement eu d'occasion pour censurer, et finalement, chacun en fait trouve une entourloupe pour rester en place. Un coup, allez, dernier point, Samy. Le troisième et dernier. Dernier point, et là, ça m'indigne un petit peu parce que, en tant qu'immigré, ça me dérange, c'est que souvent, il y a un petit discours, en fait, parfois, qui ramène au fait que tous ces mots qu'on vient d'évoquer, toute cette situation de 50 ans, il y a un mot qui revient souvent, c'est l'immigration. Il faut arrêter l'AME de 900 millions noyés dans 241 milliards de sécurité sociale, il faut arrêter les allocations, etc., etc. Donc, tout ça, aujourd'hui, il est en train de revenir, en fait, en boomerang dans la face de tout le monde, et c'est pour ça que c'est un moment de vérité, finalement, pas que pour les Français, pour tout le monde. Je dis bien tout le monde. Merci et bravo Samy, vous nous appelez de Paris au 0826 300 300. Merci pour votre intervention. Thierry Blandinière, 2 points. Déjà une réaction évidemment à ce qu'a dit Samy sur l'entreprise, et puis quand même un petit focus sur la loi du plomb, parce que du plomb, puisque ça vous concerne directement chez InVivo. Oui, ce que dit Samy, il y a une partie qui est très juste. Après, il faut creuser un peu plus parce que tout ça, c'est une question de gestion et de moyens. C'est-à-dire que il y a l'État, il y a les collectivités régionales, il y a les collectivités locales. Ils sont tous endettés. Il n'y a pas que l'État français. Donc ça veut dire qu'il y a une contagion de l'endettement en France et il faut qu'on puisse en sortir. Et c'est plus global quelque part. Donc l'idée de l'entreprise, c'est aussi ça. C'est pas simplement l'État, c'est de travailler avec les collectivités locales et aussi régionales. Ensuite, il y a énormément
millions d'agences qui ont été développées, de services complémentaires, avec des technostructures aujourd'hui qui ne délivrent pas leur objectif et qui, quelque part, entretiennent une espèce de mécanisme existentiel. Et il faut avoir le courage d'arrêter ces agences aujourd'hui. C'est là où il y a des économies possibles. Et ensuite, effectivement... Plein d'agences pour l'environnement, le sport, etc. Voilà, etc. Tout ça. Alors après... Il faut rationaliser, il faut recentrer les objectifs. Il faut dire, effectivement, est-ce qu'on ne met pas trop de moyens pour, quelque part, pas grand-chose comme résultat? C'est beaucoup d'argent qui est gaspillé, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé. Il faut avoir le courage de rationaliser ces organisations périphériques aujourd'hui qui ont été largement développées depuis 10 ans. Anne-Lorraine Rousseau, sur les agences, ça a été peu évoqué finalement. Oui, bien sûr, mais je pensais par rapport aux collectivités territoriales, par rapport au déplacement récent à Chartres de François Bayrou pour les préfets, pour redonner de la puissance aux préfets et qu'on arrête d'avoir 70 décisionnaires pour prendre une seule décision de ramassage des déchets d'une petite ville. Enfin, il y a quand même certains moments où on se demande ce qui se passe. Donc oui, il y a tout cet effort-là à faire, tout ce millefeuille dont on parle souvent. Et je pense que déjà là, il y a beaucoup d'économies à faire. Nicolas Corato, là on parle d'économie en fait. C'est à peu près le seul mot qu'on entend depuis quelques jours. Et effectivement, c'est le mot phare, on va dire, de ce budget 2026. Oui, on parle beaucoup d'économie et il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Monsieur Trump, qui succède à Monsieur Biden, est à la tête d'un pays qui ne cesse d'investir dans les économies et dans les technologies du futur, malgré un taux d'endettement et un endettement beaucoup plus colossal que celui de la France. Et donc, il faut regarder que la sensibilité à la dette dans les pays occidentaux n'est pas la même. J'ajoute peut-être aussi un élément de comparaison, puisque vous nous avez dit de comparer l'État à l'entreprise privée. La dette publique en France, c'est 117% du PIB. Vous savez combien est la dette privée, c'est-à-dire la dette des entreprises et des ménages? Allez-y. C'est 150%. C'est 1000 milliards de plus que la dette publique. On n'en parle jamais de la dette privée. Est-ce que cette dette privée, elle est bien gérée? Est-ce qu'elle est solvable? Est-ce que les entreprises et les ménages qui sont à l'origine de cette dette sont solvables? Je prends un exemple. L'État vient de mettre 1,5 milliard d'euros pour sauver un groupe privé qui s'appelle Orpea, qui gère des maisons de retraite partout en France et en Europe, et qui est un groupe coté. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas comparer l'État à l'entreprise en sous-entendant que l'entreprise serait nécessairement bien gérée et tout à fait normale et saine, et puis l'État serait tout le temps dysfonctionnant. Je pense qu'il faut mettre un peu de nuance. Les Français ne sont ni des consommateurs, ni des actionnaires. Ce sont avant tout des citoyens qui exercent leur souveraineté et qui veulent développer des politiques d'intérêt général, qui expliquent par exemple que quand on va à l'hôpital, on n'y va pas pour faire gagner de l'argent à l'hôpital public, on y va pour être soigné ou être sauvé, quel que soit le prix que ça coûte à la collectivité, quelles que soient vos ressources. Nous, l'idée de dire qu'il faudrait gérer l'État comme une entreprise, ça voudrait dire qu'on ne serait plus des citoyens, mais uniquement des consommateurs ou des actionnaires. C'est la désagrégation du lien social, c'est la désagrégation tout simplement de la nation. Et donc je pense qu'il faut faire très attention quand on mêle les deux notions. Les choses ne sont pas comparables, elles ne sont pas non plus opposables, et on ne peut pas opposer l'entreprise à l'État. Alors dans ce débat, on parle d'investissement, là bien entendu, d'économie, mais il y a aussi la capacité de travail des Français. Écoutez ce que disait ce matin chez nos confrères de BFM le ministre Gérald Darmanin. La réforme des jours fériés, c'est la fin des 35 heures, c'est ça que ça veut dire. Vous faites 14 heures, 15 heures de travail supplémentaire. En tout cas, ce que propose le Premier ministre, c'est qu'il faut travailler davantage. Tous les gens sensés savent que la France est le pays, en moyenne, où on part le plus tôt en retraite, où on arrive le plus tard sur le marché du travail, et où on travaille en moyenne moins que nos voisins. Voilà, sous-entendu, est-ce qu'il faut repasser des 35 aux 39 heures, Judith? Eh ben, je vais vous poser la question, vous Thierry Blandignard, est-ce que ça vous pose un problème chez Invivo les 35 heures? Si on regarde l'histoire, quelque part, il y a eu quand même des grandes décisions depuis Mitterrand qui ont quand même un peu dérouté et qui ont perturbé le modèle économique français. La retraite à 60 ans en 1981, aujourd'hui on paye cette décision-là. Martine Aubry avec les 35 heures, aujourd'hui on paye cette décision-là, et donc on traîne ça comme un boulet, parce que quelque part on a plombé le potentiel économique et le développement de production de la France. Donc à partir de là, il faut peut-être réfléchir et se dire comment corriger le tir sur les prochaines années, dans un contexte politique très difficile.
où il y a beaucoup de contestations. Donc la question est difficile. Mais si on raisonne d'une manière apolitique, quelque part, d'une manière très pragmatique, c'est le sujet. Ça veut dire qu'il faut augmenter le potentiel de production, travailler plus, gagner plus, et ensuite redistribuer plus, et être plus solidaire. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler, réagir à ce que vous entendez à notre antenne. Nous sommes toujours avec Laurent. Laurent, vous êtes avec nous ? Oui, toujours avec vous, Judith. Alors Laurent, est-ce qu'on doit gérer l'État comme une entreprise ? Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que disent nos vraies voix ? Et éventuellement les 35-39 heures, n'hésitez pas. Voilà. Oui, non, l'État n'est pas une entreprise. L'État, c'est quelque chose d'immatériel, qui a une durée de vie bien plus longue que la mienne, et ainsi de suite. Donc, c'est pas du tout une entreprise, l'État. Ça n'a strictement rien à voir. Mais enfin, moi, je voulais rebondir sur Darmanin, sur ce que dit Darmanin pour les jours fériés. Alors, les jours fériés rapportent des taxes et de la TVA et tout ce qui s'ensuit, parce que le tourisme, qui est notre industrie phare, le tourisme, c'est notre industrie phare en France. Eh bien, les jours fériés permettent aux gens qui ne travaillent pas à ce moment-là d'aller à droite à gauche, de faire travailler les restaurants, les hôtels, les parcs d'attractions et ainsi de suite. Il y a vraiment de l'argent qui circule et qui tourne. C'est bien vu, oui. Les jours fériés. Et oui. Donc, surtout, ne pas supprimer les jours fériés. Après, certains entrepreneurs disent oui, on est obligé de travailler le samedi pour rattraper. Eh bien, des salariés seront contents de travailler et le samedi et d'avoir des jours de repos pour dépenser cet argent. Voilà, bon, je pense que Bayrou et Darmanin se trompent complètement. C'est à croire qu'ils sont toujours en vacances, ces gens. Donc, je suis pas sûr qu'ils apprécieraient. Non, bon, ils travaillent beaucoup. Voilà. Anne-Lorraine Rousseau. Je crois que justement cet été, ils vont pas en avoir beaucoup des vacances avec ces annonces de budget. 35, 39, 37 heures ? Combien ? J'ai pas d'estimation particulière des heures, mais effectivement, ce débat des 35 heures, c'est quand même un vrai débat à avoir. Et monsieur, notre auditeur, Laurent, a tout à fait raison. Des vacances et des jours fériés, c'est pas effectivement des jours qui ne produisent rien. C'est le tourisme est aussi une très grande valeur en France. Donc voilà, je laisserai plutôt nos entrepreneurs répondre à cette question parce que c'est pas la même. En fait. Pour moi, pour le débat, revenir sur le débat de faut-il gérer l'État comme une entreprise, pour moi, c'est un peu presque philosophique comme question, c'est-à-dire que, en fait, l'objectif premier, la raison d'être d'un État, c'est le bien-être de ses citoyens. Le bien-être d'un employé, c'est pas forcément la même finalité que le bien-être d'un citoyen. C'est le bien-être pour être productif, imaginatif, travailler avec, se lever le matin avec un peu de baume au cœur pour aller travailler, et donc avoir un retour sur investissement pour cette entreprise. Donc c'est pas du tout la même vision des choses. Et effectivement, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'on peut pas opposer État et entreprise, mais on peut pas non plus dire que c'est la même chose. Et on parlait d'endettement, mais c'est aussi ça, c'est que en fait, en France, quand quelqu'un nous coûte cher, on peut pas faire comme s'il était pas là. On peut pas éliminer. Bon, vous me direz maintenant avec l'euthanasie, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire, mais on peut pas éliminer nos retraités. Ça, c'est un autre débat. On peut pas éliminer nos handicapés. On peut pas éliminer les étrangers qu'on doit accueillir et qui coûtent cher. En fait, toutes ces choses-là, c'est des personnes c'est des personnes. En fait, c'est des personnes qui coûtent cher. Alors qu'un employé qui coûte cher parce qu'il rapporte rien, et ben. Mais quelqu'un de très 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 malade qui a envie d'en finir, il doit avoir le droit de pouvoir le faire. Mais c'est un autre débat. Mais c'est un autre sujet, effectivement. En tout cas, vous aurez le mot de la fin, ma chère Anne-Lorraine Rousseau. C'était philosophique. Voilà, c'était philosophique. Merci Nicolas Corato. On rappelle que vous êtes président fondateur du think tank Place de la République. Et peut-être à demain, Nicolas. Oui, mais c'est incontournable parce que non, mais parce que cet été, on a deux vraies voies. On a mis un nouveau système en place, mais le troisième, il est incontournable. Et vous êtes incontournable chaque été, Nicolas. Ça va, vous n'avez pas les chevilles qui enflent ? Je vous remercie. Voilà. Non, mais c'est la chaleur. Voilà, c'est ça. Allez, 0826 300 300 si vous voulez jouer, si vous voulez réagir à ce que vous entendez à l'antenne de Sud Radio. Vous savez, vous pouvez nous appeler. Sud Radio vous attend, vous écoute, et puis voilà, et on est là. Et si vous voulez jouer avec nous, restez là. C'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.